Présidente, chère Marie-Noëlle, Madame la Présidente, cher Emmanuel, Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'avoir l'occasion d'être avec vous pour cette Assemblée générale des COP et pour cette discussion qui est en fait centrée sur nos enjeux fondamentaux. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on aménage et comment est-ce qu'on permet à chacun d'avoir accès à un logement abordable. Vous êtes parti dans la table ronde et beaucoup dans votre propos de la question de la conciliation des objectifs climatiques et de nos objectifs sociaux, être en capacité de fournir des logements à tous ceux qui en ont besoin. Et c'était le sens de votre dernière table ronde et vous en avez reparlé, produire du logement abordable à l'heure de la loi climat. C'est vrai que moi je suis convaincue qu'on est confronté maintenant à un creux dans la construction qui est certes initialement conjoncturel, mais qui en fait, vous avez un problème de micro, ou comme je vois des... Non, tout va bien, mais qui en fait n'est pas que conjoncturel, il est devenu culturel. La question que nous avons devant nous, c'est comment est-ce qu'on est capable d'imaginer un modèle d'aménagement du territoire, parce que je crois que c'est bien ça l'enjeu, dans lequel on sait utiliser l'espace au mieux, on sait utiliser l'espace au profit de tous, et on trouve l'équilibre entre la préservation des terres agricoles et naturelles, la nécessité de construire et de construire là où nous en avons besoin. Et là où nous en avons besoin, c'est dans le cœur des grandes villes, c'est en banlieue, en particulier en Île-de-France, mais ce sont aussi dans les villes moyennes et ce sont aussi dans les territoires ruraux. C'est tout ça qui se joue dans la loi climat et c'est l'objet du zéro net artificialisation. Mais je partage ce qui a été dit dans la table ronde précédente du fait que ceci doit mener à une vision d'aménagement. Une vision d'aménagement aux différentes échelles. À l'échelle nationale, j'y reviendrai, à l'échelle régionale, et nous avons confié la déclinaison de cet objectif aux régions, et ensuite à l'échelle intercommunale. À l'échelle nationale, parce qu'il faut que nous arrivions à montrer, à démontrer d'une certaine manière, qu'on sait préserver l'espace, on sait préserver la nature, on sait être écologique, y compris avec des normes écologiques exigeantes, et continuer à construire. C'est une démarche que j'ai lancée avec votre aide à tous, et vous y êtes associés, je vous en remercie, qui s'appelle Habiter la France de demain, dans laquelle on travaille sur tous les types de référentiels. Nous avons travaillé sur le référentiel de la construction, vous y avez été associés. Je sais qu'il peut susciter parfois des inquiétudes, surtout dans une période d'augmentation du coût des matériaux, mais ça, on espère que c'est conjoncturel, c'est la RE 2020. J'ai demandé à un architecte, François Leclerc, et à un aménageur, Laurent Girometti, de travailler sur un référentiel de la qualité intrinsèque des logements, parce que je pense que c'est indispensable de se reposer la question de la taille des logements, de leur qualité d'usage. Et puis, nous devons travailler à l'échelle de démonstrateurs pour montrer qu'on sait construire écologique, abordable, pour tous, avec du logement social à toutes les échelles dans des opérations d'aménagement. C'est ce que je vais faire avec une centaine de démonstrateurs identifiés dans Habiter la France de demain. Nous lançons dans les jours qui viennent une consultation citoyenne pour demander aux Français leur avis sur comment est-ce qu'ils veulent habiter, se transporter, travailler. Et derrière, j'essaierai de partager cette vision pour que ce soit une vision positive de l'aménagement du territoire. Et je vous rejoins sur les quartiers de gare du Grand Paris. Moi, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai décidé de m'investir parce que je considère qu'effectivement, on ne peut pas laisser chaque commune des 68 gares du Grand Paris, les 35 qui arrivent bientôt et les gares suivantes qui arrivent quelques années plus tard, se demander chacune quel est l'équilibre qui est possible, souhaitable dans sa propre vision d'aménagement individuel. Tout ceci est collectif, tout ceci est collégial et par ailleurs, vous avez raison de rappeler que la puissance publique et l'État investit massivement dans le Grand Paris Express, dans un réseau inédit de transport en commun, que ça va créer de la valeur, que ça va créer de la valeur foncière, et que cette valeur, il faut la répartir et penser le logement. Je ne suis pas sûre qu'il faille faire que du logement, d'ailleurs, parce que je pense qu'on revient aussi beaucoup de la spécialisation des zones dans lesquelles on n'a fait que du logement, des zones dans lesquelles on n'a fait que des bureaux, et des zones dans lesquelles on n'a fait que des activités commerciales. Et puis après, on a relié tout ça avec des routes nationales et des ronds-points, et on voit qu'on est quand même un peu au bout de cette logique. Mais en tout cas, la place du logement et du logement social, je suis d'accord que c'est un sujet qu'il faut se réapproprier à une échelle politique, en fait. L'État à la fois parce que cofinanceur, l'État parce que co-aménageur, et vous avez raison de dire, et je voudrais les saluer à cette occasion, que nous avons des grands aménageurs d'État. C'est vrai de Grand Paris Aménagement, et c'est vrai des autres aménageurs qui interviennent en région Île-de-France, et que tout ceci doit faire l'objet d'un dialogue.
Donc oui, on peut produire du logement abordable, y compris en consommant moins d'espace, mais pour ça, il faut le vouloir. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans une action récente que nous avons annoncée. D'abord, le doublement du fonds Friche. C'est un outil très opérationnel et avec le fonds Friche, on produira du logement social. Nous avons attribué 300 millions d'euros de crédit. Le Premier ministre a accepté de remettre 350 millions. Sur les 300 premiers millions d'euros, il y en a 50 millions en Île-de-France. Il y a à peu près 200 opérations France entière. Il y a en général du logement. Quand il y a du logement, il y a toujours du logement social, je rassure. Il n'y a pas toujours du logement parce que parfois ce sont des opérations, ce sont des sites industriels qui ont vocation à redevenir des sites industriels. Moi, je trouve intéressante la proposition que vous faites en disant si l'État investit sous une forme directe ou indirecte, il faut qu'on s'y retrouve pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est le logement. On ne peut pas le faire spécifiquement opération par opération, mais on peut regarder. La deuxième annonce que le Premier ministre a faite, c'est 675 millions d'euros pour l'avenir du logement, de la filière, et donc à la fois sur les grandes filières de matériaux nouveaux et à la fois sur des démonstrateurs de la ville de demain. Et puis, nous installons une commission à laquelle vous participerez l'une et l'autre, Madame la Présidente en tant que sénatrice, Madame la Présidente en tant que présidente, présidée par François Rebsamen, pour voir comment est-ce qu'on peut redonner envie de construire, relancer la construction, relancer une construction durable et relancer une construction abordable. Et évidemment que le logement social est au cœur de tout ça. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai proposé, nous en avons discuté ensemble à de nombreuses reprises, vous avez accepté le défi, je vous en suis très reconnaissante, à la présidente de l'USH, à la présidente de la Fédération des COP, de se dire que nous allons agréer 250 000 logements sociaux en 2 ans. C'est un défi qui est très difficile, je le sais, parce que les chiffres ne sont pas pour nous. Et nous allons avoir un comité de suivi dans quelques semaines. C'est encore un petit peu tôt parce qu'on n'a pas encore des données très instruites, mais on sait que cette relance de la construction de logement social est difficile. Elle est difficile parce que nous avions besoin de moyens, que nous avons retrouvés collectivement, et je voudrais saluer l'implication d'Action Logement et de la Caisse des dépôts. Elle est difficile parce qu'on est face à un attentisme assez généralisé de la part de beaucoup d'élus, soit parce que les élections sont encore relativement récentes, notamment à l'échelle des métropoles, et qu'il faut que les stratégies se mettent en place, soit parce que finalement, la défense de ceux qui n'ont rien, la défense de ceux qui n'ont pas de logement, la défense de ceux qui sont mal logés, finalement, elle n'est pas beaucoup portée dans ces débats locaux. Et les maires, ils défendent aussi les habitants qui, eux-mêmes, trouvent que l'opération dans laquelle ils sont, elle est très bien, mais que du coup, ça suffit. C'est la dernière opération dans laquelle on n'a pas besoin de rajouter une opération de plus. Et donc, cette espèce de tension qui en fait ressemble un peu à la tension qu'on a pu trouver sur le marché du travail entre ceux qui sont déjà dedans, ce qu'on appelle les insiders et les outsiders qui, eux, finalement, ne sont pas défendus par grand monde. Il faut qu'on arrive à la rendre visible, il faut qu'on arrive à plaider cette cause, et il faut qu'on arrive à montrer que si ça a beaucoup de sens en intérêt général et à l'échelle d'une commune pour construire. Donc, comptez sur moi pour suivre cet objectif, comptez sur moi pour déverrouiller ce qui est nécessaire. Je pense que ce défi est atteignable, il est difficile, mais il est atteignable. Il nécessite qu'à chaque échelle locale, on soit en capacité de s'emparer de l'outil et d'y aller. Ça nécessite aussi une volonté claire sur le logement social. C'est le sens des articles sur le logement social dans la loi 4D que je porte avec Jacqueline Gouraud. Nous rendons permanente la loi SRU, vous le savez, sur la base du rapport de Thierry Repentin auquel vous avez contribué. Je pense que c'est un signal important de dire que cette loi SRU, elle est nécessaire et donc elle s'applique et elle s'appliquera jusqu'à ce qu'on ait atteint 20 ou 25% de logements sociaux dans les communes concernées. Nous avançons aussi sur l'attribution des logements sociaux aux travailleurs clés et sur la volonté de rendre plus opérationnels les outils de la loi égalité-citoyenneté dans la continuité de ce qui a été fait dans cette belle loi. Et puis nous nous donnons 2 ans de plus sur la cotation et sur la gestion en flux. Ça n'est pas pour ne pas le faire, c'est pour le faire bien. Et je crois que nous en sommes tous et toutes convaincus. Le faire bien, ça veut dire aller le plus vite possible à l'exigence de transparence et ça veut dire utiliser ces outils vers une exigence de mixité sociale forte dans les attributions, exigences géographiques que je crois nous partageons. Vous avez évidemment, et c'est bien normal, insisté sur l'importance de l'accession sociale à la propriété pour votre fédération. Et je voudrais rebondir sur vos propos. D'abord sur la partie bancaire.
C'est vrai que l'année dernière, en fin d'année, nous avons eu collectivement une inquiétude sur le resserrement potentiel du crédit qui finalement ne s'est pas trouvé. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le Haut Conseil à la stabilité financière. Je crois que finalement, le point d'atterrissage est assez équilibré. Nous avons besoin de protéger les épargnants et nous avons besoin de protéger les ménages qui investissent pour ne pas les laisser se placer eux-mêmes dans une situation difficile, mais nous avons besoin aussi de soutenir l'accession à la propriété. Et puis après, nous avons les outils dont vous avez parlé. Alors, d'abord, le prêt à taux zéro. D'abord, comme vous le savez, je l'ai prorogé, enfin, j'ai proposé au Parlement qui l'a voté, la prorogation jusqu'à fin 2022. Je partage absolument ce que vous avez dit. Dans ce secteur, les acteurs, quels qu'ils soient, les particuliers, les promoteurs, tous les acteurs de la chaîne du logement ont besoin de visibilité. Et donc 2022, c'est dans pas longtemps. C'est un sujet que nous reprendrons en PLF 2022 parce que je crois que c'est indispensable de donner plus de visibilité. Il y a des adaptations possibles à faire sur le prêt à taux zéro. Vous en avez proposé un certain nombre. C'est en cours d'analyse et d'études pour être en capacité de proposer un prêt à taux zéro qui continuera au-delà de 2022 et qui sera le plus adapté possible aux besoins des Français. Et puis vous avez cité, et c'est un point auquel je tiens beaucoup comme vous, le récent accord avec Action Logement qui permet la mise en place d'une prime de 10 000 € pour aider 20 000 ménages modestes à acquérir un logement neuf pour un budget total de 200 millions. Cette prime a vocation à améliorer l'apport personnel des ménages, à diminuer leur taux d'effort. Action Logement a bien prévu d'en réserver la majorité à des projets d'accession sociale sécurisés. Et je pense que c'est un élément très important auquel nous serons tous vigilants. J'en profite pour réaffirmer devant vous l'intérêt que je vois au dispositif d'accession sociale sécurisée et en particulier le prêt social location-accession, qui en est le principal vecteur et qui représente, vous l'avez dit, plus d'un tiers de vos ventes de logements neufs. C'est effectivement un mécanisme vertueux, protecteur pour l'accédant. La loi de finances 2020 a permis l'extension à l'acquisition dans l'ancien et je suis tout à fait prête à continuer à travailler pour le développement de cet outil. Enfin, vous avez cité les OFS et le bail réel solidaire. Alors, j'ai entendu votre demande sur le régime fiscal des OFS en fonction de leur statut, et donc ça, c'est un point qui est tout à fait possible d'étudier d'ici la prochaine loi de finances. Sur les BRS eux-mêmes, effectivement, c'est très encourageant. C'est un outil qui commence à se développer beaucoup, et vous êtes pionnier et précurseur en la matière. Dans un objectif de mixité sociale et fonctionnelle, le projet de loi 4D propose d'ouvrir à titre subsidiaire le champ d'activité des OFS aux logements à destination des ménages intermédiaires et à certains locaux à usage professionnel ou commercial. Je veux dire ici que nous avons eu la discussion, puisque Marie-Noëlle Lienemann m'a fait part de l'inquiétude qu'une ouverture trop large susciterait. Et donc je voudrais réaffirmer que mon objectif n'est pas du tout de remettre en cause la vocation sociale de ce dispositif, et que cette ouverture, si elle se produit, sera vraiment limitée, très accessoire, et qu'il faut qu'on trouve les mécanismes de garde-fou qui évitent effectivement une concurrence trop forte sur le foncier. Le foncier, qu'il soit privé ou public, est un bien de plus en plus précieux. Il faut d'ailleurs aussi, ça a été dit dans la table ronde précédente et je le partage, nous remettre à la mobilisation du foncier public, sujet que je crois chaque ministre du Logement porte avec volonté, une forme de naïveté et d'opiniâtreté qui est nécessaire. Et parfois ça marche, et donc j'apporterai ma pierre à l'édifice de la mobilisation du foncier public et notamment du foncier État, parce que je crois que nous en avons vraiment besoin. Vous avez cité la rénovation énergétique des bâtiments et du parc de logement social, et la rénovation tout court d'ailleurs énergétique et parfois lutte contre le bruit et autres sujets. C'est vrai que c'est un point important. Nous avons une enveloppe de 500 millions d'euros destinée à la rénovation en priorité des logements à étiquette F et G. Et nous avons absolument besoin de pouvoir mobiliser cette enveloppe sur ces logements. Et nous allons continuer à trouver la manière de déverrouiller pour que ce soit possible dans des délais rapides. En ce qui concerne les copropriétés, je serai un petit peu moins sévère que vous sur le fait que nous n'avons pas d'outils qui permettent d'aider les copropriétés, puisque nous avons ouvert MaPrimeRénov' aux copropriétés en elles-mêmes depuis le 1er janvier, et qu'un travail assez important s'était engagé dans la période précédente pour essayer de simplifier les votes en copropriété et la manière dont les majorités se définissent. Je reconnais néanmoins qu'on peut encore progresser sur les copropriétés, que ce soit
à travers des outils dédiés aux copropriétés ou à travers un déverrouillage général, peut-être aussi avec la mobilisation du prêt avance rénovation qui arrive dans la loi climat et résilience. Vous proposez un contrat global de rénovation des copropriétés dans cette loi, et bien évidemment, c'est un sujet que nous allons instruire de très près avant le débat parlementaire au Sénat, pour voir comment est-ce qu'on peut bien s'intéresser à la spécificité du segment des copropriétés, dont je reconnais totalement qu'elle est différente par nature des maisons individuelles d'un côté ou du parc HLM de l'autre, et que c'est probablement le segment le plus difficile parce que c'est là où la décision est la plus complexe. Je voudrais conclure mon intervention d'abord en saluant les 3000 salariés des coopératives HLM, saluer leur sens du service public et vous remercier de l'effort particulier qui a été fait pendant la crise. Le service public du logement social a été au rendez-vous, dans une très grande proximité, pendant les périodes de confinement, alors que nous avons continué à permettre les mutations et les attributions, y compris dans cette période, et que c'était vraiment un lien très étroit, humain, qui s'est établi entre les salariés et les locataires. Je voudrais féliciter les lauréats des trophées des opérations remarquables 2021. Et puis, voilà, reconnaître avec vous à quel point les coopératives sont un acteur clé dans le maintien et le développement d'un parc de logements abordable. Vous connaissez mon engagement pour le logement abordable pour tous, pour le logement social, ma capacité à dire aux maires qui ne jouent pas le jeu qu'à un moment, le logement social, c'est partout et c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les communes. 70% des Français sont éligibles, 2 millions de personnes sont en attente. Ces chiffres nous obligent. Merci de votre action, de votre engagement. Ravie de retrouver Madame la sénatrice sur le texte 4D et sur le texte climat et résilience dans très peu de temps. Et d'ici là, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci Madame la ministre. On ne vous applaudit pas. Mais le cœur y est. Voilà. En tout cas, merci de cette Assemblée générale. À toutes celles et ceux qui nous ont suivis à distance, c'est tellement plus compliqué et tellement plus fastidieux de rester des heures devant son écran. Donc en tout cas, merci. Merci de la contribution de Madame la ministre et de la présence d'Emmanuel. Nous sommes très heureux de son élection, non seulement parce qu'elle est issue de notre fédération, mais parce que nous connaissons à la fois son sens du dialogue pour associer toutes les fédérations de près. Je l'ai rappelé à mes collègues, tous les 15 jours, on a une réunion des présidents, on est très, très bien associés à l'ensemble, et sa motivation profonde pour le logement social. Et surtout, merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre les coopératives HLM sur le terrain, les salariés, les membres des conseils d'administration et aussi nos nombreux sociétaires, car nous nous attachons à faire que les accédants comme les locataires se sentent pleinement coopérateurs, bien ancrés dans le mouvement HLM, bien ancrés dans l'économie sociale et coopérative. En tout cas, nous aurons plaisir de nous retrouver pour, je l'espère, pas mal d'entre vous au congrès de l'USH et sans doute de pouvoir faire davantage la fête, car la coopération, c'est aussi le plaisir d'être ensemble et parfois de faire la fête. Alors bon retour, merci pour cette Assemblée générale, au congrès USH et à l'an prochain.